Bonjour à tous, bienvenue. Au XXIe siècle, il est une évidence que personne ne peut nier. La robotique fait désormais partie de notre vie. Les machines ont envahi l'espace public, l'entreprise, l'espace privé. Cette troisième révolution industrielle va-t-elle, comme les deux autres, rediriger les travailleurs vers un nouveau secteur d'activité ou va-t-elle purement et simplement détruire des centaines d'emplois, cette fois sans les remplacer? En clair, faut-il avoir peur des robots? C'est la question que je vais vous poser à vous, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et Édouard Tétrault à vos côtés, comme chaque semaine, conseiller de dirigeants d'entreprise et économiste. Alors, je ne doute pas que chacun de vous pourra nous apporter votre éclairage. Alors, j'aimerais d'abord vous poser la question, Joseph. Est-ce que ça inquiète vos adhérents, les salariés que vous rencontrez en entreprise, cette place toujours plus grande des machines? Alors, il y a une inquiétude. Mais est-ce qu'elle est raisonnée et raisonnable? Et il y a une inquiétude parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. On a d'ailleurs des spécialistes, entre guillemets. Je pense à deux Anglais qui, il y a 1 an et demi, ont sorti une étude en nous disant que dans moins de 10 ans, près de 50% des emplois auront disparu et ne seront pas remplacés à cause de l'arrivée des robots. Puis on a d'autres études, dont une de l'OCDE relativement récente, qui dit non, pas du tout. Le nombre d'emplois qui seraient détruits par l'arrivée de la robotique, l'amélioration des systèmes, ça serait que 9%. Moi, je ne suis pas expert, je ne peux pas dire si c'est 9, 50, mais je crois surtout que le robot, c'est l'homme qui est au départ. C'est l'homme qui fabrique, c'est l'homme qui guide, c'est à l'homme de faire la société. Alors, on va pas avoir... toujours le même homme, disons, celui qui fabrique et celui qui l'utilise. C'est un pas les mêmes problème de compétences. choix. Comment organise-t-on la société? Comment fait-on les transitions? Des emplois vont disparaître. Oui, mais ça a toujours existé. Regardez à la Bourse du Travail à Paris, il y a tous les grands métiers qu'il y avait au 19e siècle, une très belle salle. Sur les grands métiers, il y en a, je ne sais même pas ce que c'est, tellement ils sont oubliés. Et il n'en reste plus que 2. C'était les grands métiers il y a 150 ans. Donc, alors, les choses s'accélèrent. Optimiste. Notre travail, Joseph. c'est assurer la transition. Oui, alors, il n'y a pas que moi qui le dis, l'optimisme. Enfin, franchement, quand l'automobile est arrivée, la mécanisation pour l'automobile, certains, des experts, ont dit « Oh là là, ça va détruire des milliers d'emplois. » Et ça en a détruit. Mais dans le même temps, en baissant le coût de la production de chaque automobile, on a permis l'augmentation du pouvoir d'achat, qui a permis de remettre de l'argent dans la mécanique, qui a créé aussi à côté des milliers d'emplois. Pas forcément les mêmes. Et donc, à nous d'assurer les transitions, à nous de veiller. Et ça doit pouvoir se faire sans qu'il y ait de drame. Alors, l'inventeur du GPS, j'en tirerai par là, mais parce que ça me frappe, quelqu'un d'intelligent. Il a pensé le GPS, ils étaient deux. Un des deux, en 1956, avait dit, voilà, avec le développement des nouveaux outils, dans 10 ans, il n'y aura plus de traducteurs humains, ce seront des machines qui le feront. C'était en 56, 10 ans après, vous voyez... C'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Alors, on va fouiller cette question un peu plus avant dans l'émission. D'abord, Édouard, j'aimerais savoir si, du côté des chefs d'entreprise, cette question de l'utilisation des machines, de plus en plus de machines, est évidemment une question centrale aujourd'hui, non? Ou est-ce qu'on se pose encore la question de savoir s'il faut plus de machines, donc moins de salariés, ou est-ce que c'est tout une évidence? Non, elle est centrale, elle a toujours été. Mais la nouveauté, c'est que la vitesse de progression comment dire? Jusque-là, nous avions des robots qui remplaçaient en fait une force mécanique linéaire. Là, les robots sont des algorithmes, en fait, des petits programmes qui s'auto-nourrissent de ce qu'ils ont appris dans le passé. Deviennent de plus en plus intelligents, ce que vous dites. Oui, deviennent de plus en plus intelligents. Vous avez une fonction de dictaphone sur vos smartphones. Au début, le dictaphone fait un peu change votre voix en traitement de texte. En texte, il fait entendre des fautes d'orthographe parce qu'il ne s'est pas habitué à votre voix. Petit à petit, c'est une réalité parfaite. Et petit à petit, il se met à anticiper. Quand vous dites « je vais », il va compléter la phrase à votre place. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une accélération du progrès, ce que l'on appelle une exponentialité. Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef de Google, qui est l'un des grands apôtres du transhumanisme notamment, travaille beaucoup dessus. L'idée, c'est que le rythme du progrès, de la création d'emplois nouveaux, mais aussi de la destruction d'emplois anciens, n'est pas un rythme linéaire, mais c'est un rythme exponentiel. On le voit
dans le nombre de personnes. Moi, je fais un ratio. Vous voyez, quand j'étais analyste financier, je faisais un ratio, c'était valeur boursière ou leur chiffre d'affaires divisé par nombre d'employés. Et plus le ratio était élevé, plus on était content, parce qu'on disait que l'entreprise était très productive, créatrice de valeur, etc. Aujourd'hui, vous prenez les grandes entreprises du numérique, les Alibaba, les Google, les Facebook, etc. Elles ont, par rapport à leur valeur boursière, en moyenne 100 fois moins besoin d'êtres humains pour générer la même valeur que les entreprises classiques. Moi, j'applaudis Uber qui qui génère énormément d'emplois, notamment des emplois de personnes qui étaient à la périphérie de nos villes, qui viennent au centre, qui gagnent vraiment de l'argent, qui sont etc. 80% de la recherche-développement d'Uber est dédiée à se get rid, se débarrasser des chauffeurs. Du chauffeur. Et ce temps-là va arriver la assez voiture vite. autonome. La voiture autonome est prête, c'est juste une question de régulation. Alors, là, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vont perdre ces emplois? Il y avait une gestion de transition avant que les nouveaux emplois existent. Est-ce qu'on génère du revenu universel? Ce qui est très juste. Alors, on a bien vu sur les 2 dernières révolutions industrielles qu'effectivement, la disparition d'anciens métiers faisait place à des nouveaux métiers qui, parce que c'était fait dans une certaine progression, dans un espace-temps assez allongé, permettait aux gens de se former et d'accéder à ces nouveaux métiers. Aujourd'hui, ce que disait Édouard, c'est que là, les courbes se croisent de façon très brutale et qu'il y a des gens qui vont se retrouver sur le... totalement nouveau. L'être humain a une aspiration à vivre. C'est-à-dire que dans une société qui s'accélère, une partie de la population de plus en plus importante est en train de dire « mais moi, je veux prendre le temps ». C'est-à-dire que vous pouvez me mettre tous les outils à la disposition pour faire mes courses très vite. Je veux prendre mon petit panier en osier et aller faire mon marché et discuter avec ma marchande. Vous êtes très bobo, en fait, Joseph. Je ne sais pas si je suis bobo, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça, s'accélère d'un côté, de l'autre côté. Et on a des métiers qui avaient quasiment disparu, qui renaissent. Des métiers de proximité. Et donc, les deux vont se croiser. Après, c'est là où l'organisation de la société, comment on évolue de l'un à l'autre. Mais il y a des équilibres qui se refont et les choses ne sont pas linéaires. Et si les choses s'accélèrent d'un côté, elles se recréent de l'autre. L'aspiration à avoir des produits qui viennent de plus proche de chez moi, même si j'ai un robot qui veut me les amener du bout de la planète, j'ai de plus en plus de gens qui préfèrent aller les cueillir eux-mêmes dans le verger. Et donc voilà, tout ça, on va arriver. Le danger, à mon sens, il n'est pas là. Oui, on a eu au 19e siècle des changements. Quand est arrivée la machine à tisser, ça a fait brutalement des milliers d'emplois qui ont été supprimés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, cette brutalité. Le danger, à mon sens, il n'est pas là. Le danger, il y a quelqu'un qui nous l'explique très bien aujourd'hui. C'est une ancienne ministre luxembourgeoise qui s'appelle Mali Delvaux. Elle ne voit pas un danger. Elle vient de déposer au Parlement européen un texte visant à donner la personnalité juridique aux robots. C'est-à-dire que dans son texte, elle explique très bien qu'il faut donner des droits et des devoirs aux robots. Que le robot devenant de plus en plus autonome, il faut penser à lui donner un salaire. Ça a 2 conséquences. On est dans la science-fiction totale, là. Non, mais le texte existe. Il est déposé, il est en discussion. Et ça a 2 conséquences. La première, il ne faut pas nous prendre non plus pour des naïfs. Si je fais ça et que je donne la personnalité juridique au robot, le fabricant, la multinationale qui contrôle le robot, les systèmes d'exploitation, s'il y a une déficience et un incident, c'est plus de ma faute, c'est la faute au robot. Et puisqu'on lui donne une rémunération... Ils vont syndicaliser les robots, alors? Je prends sur sa rémunération. C'est-à-dire qu'eux s'en tirent très bien. Et par exemple, pour la voiture automatique, qui serait... On voit comment ils veulent se débarrasser de leur responsabilité. C'est pas de ma faute, c'est de la faute au robot. Débrouillez-vous, faites assurer le robot. Et puis derrière, ça pose une question qui est une question de fond. Et on arrive au transhumanisme. L'homme est-il différent du robot? C'est-à-dire, est-ce que le robot a la capacité de discerner entre le bien et le mal, par exemple?
quelle est la conscience du robot. Et on est en train, en ce moment, de nous mêler les choses pour nous faire croire l'homme, le robot, c'est pareil. Le robot, c'est de la mécanique. L'homme, c'est une mécanique avec des globules rouges en plus. Un petit peu, Et là, il y a un vrai sujet de fond. Et le danger, il est là. C'est de nous faire confondre les choses. Comme certains veulent nous faire confondre l'homme et l'animal, on est en train de vouloir nous faire confondre l'homme et le robot. Bon, là, on parle des craintes liées à cette robotique en plein essor. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tout ce qui est espoir. Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte beaucoup de choses, les robots, ça crée des nouveaux emplois. Est-ce qu'on sait chiffrer le nombre d'emplois créés par ces nouvelles technologies? Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur des robots ou pas du tout? Au contraire, ce sont de superbes opportunités pour beaucoup d'entre nous. Bon, alors d'abord, on parle du mot robot, mais comme Oui, quand on dit aussi ça recoupe pas mal de algorithme. réalités. Bien sûr. Moi, c'est bon. Il y a quelques livres à lire, Second Age Machine, c'est-à-dire en fait les process où la machine fait des acquisitions de connaissances et devient de plus en plus intelligente et à un moment peut dépasser l'intelligence humaine. Pour moi, le sujet, il est aussi de ce registre-là. Quand Google, entreprise qui connaît par cœur mes faits et gestes, mes amis, là où j'habite, mes habitudes, etc., croisant les datas avec Uber, quand j'apprends que Google rachète l'une des principales firmes de robots militaires au monde, vous avez peut-être vu toutes ces images, et on me dit que Google peut demain lever une armée sans contrôle d'État, etc. Oui, c'est quelque chose qui fait Là, absolument... vous dites, c'est pas de la science-fiction. Non, c'est pas une réalité plus ou ça moins s'appelle réelle. Boston Dynamics. C'était le premier fabricant de robots militaires au monde dont Google a fait l'acquisition. Moi, Il faut en avoir peur des robots, ça veut dire quoi? Parce que là, j'entends que des choses assez négatives quand même de votre part, aussi bien Joseph et vous. Alors, on va pas être à fond renversé. Je suis probablement peut-être plus inquiet que Joseph sur ce qui est en train d'émerger. Et sans être à front renversé, mon inquiétude, elle est aussi sociale. C'est-à-dire que nous entrons dans une économie, nous sommes entrés dans une économie où ceux qui seront les détenteurs du capital technologique et des savoir-faire pour contrôler ces robots, ces technologies futures, ça, vont être de moins en moins nombreux, de plus en plus puissants. Et je pense que... C'est un avenir très sombre que vous nous dépeignez là, Édouard. Je pense que la technologie ne fait qu'accentuer les disparités que nous... Il faut se méfier sont pour vous de la technologie. On a quelques secondes Je pour finir. rejoins sur, on va dire, une méfiance, mais en même temps, il y a toujours l'espérance. Pour moi, c'est l'être humain qui est responsable de sa destinée. Oui. Avec son courage, son indifférence, c'est lâcheté. À nous de faire l'avenir. Et ce n'est pas les robots qui vont nous la faire, sauf si on décide de se laisser faire. Mais c'est l'homme, l'être humain, qui a en main son avenir. Eh Donc bien, à nous de ne pas nous faire dépasser par notre machine à laver intelligente. on va se quitter sur ces bonnes Et la paroles. machine à laver, c'est à libérer bien des lavandières. On est bien d'accord. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.